Ben, un grand merci pour ce survol exhaustif, peut-être pas, mais en tous les cas, je pense déjà bien complet, de façon à ce que tout le monde puisse savoir quelles sont les spécificités, les éléments fragiles à repérer, cette carte d'identité. Alors, on a parlé d'une carte d'identité neurovégétative, mais je pense qu'il faut une carte d'identité du soin qui accompagne en permanence la personne. Alors, on l'appelle le passeport, on lui donne beaucoup de noms, mais ce document est indispensable pour connaître toutes les fragilités dont vous avez parlé, puisque, à l'évidence, une personne n'a pas toutes ces fragilités, n'en a que quelques-unes, et que, on l'a bien compris, chaque personne est un individu à part entière, enfant ou adulte, et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc on n'a pas deux fois le même projet de soins, on n'a pas deux fois le même projet individualisé, et en plus ça bouge tout le temps. Donc un grand merci pour vos deux présentations. Elles seront complétées demain. Rassurez-vous, il y aura encore des gestes au quotidien, il y aura encore la notion du travail en équipe, parce que vous n'avez pas eu le temps de développer, mais comment faire en sorte que tout le monde connaisse tous les éléments? Peut-être vous voulez en dire quelque chose. Comment est-ce qu'on fait passer toutes les informations que vous venez de donner? Peut-être... Alors, en toute modestie, je n'ai pas les réponses, mais j'ai la chance qu'à chaque consultation, ou la personne référente, ou un membre de l'équipe de la maison de vie, soit présent. Donc ça, c'est déjà un élément important. En plus de tout ce qui est institutionnel, la synthèse, le projet personnel, etc. etc. Mais ça, c'est vraiment important. Et moi, sinon, il y a beaucoup de demandes auxquelles j'essaye de répondre en allant dans la maison pour voir la personne alors qu'elle est dans son lieu de vie. Si je puis, la maison, j'entends la maison d'une masse, les différentes unités d'une masse. Mais on a aussi une masse à domicile, donc ça peut être aussi au domicile, pour pouvoir voir la personne dans son milieu et pouvoir parler avec les personnes qui l'entourent. Mais sinon, la venue à chaque consultation, ou de la personne référente en masse, ou de quelqu'un de l'équipe, ça me semble fondamental pour faire passer des messages. Oui, alors moi, intervenant auprès d'enfants, je m'appuie beaucoup, assez lâchement peut-être, sur les parents qui sont toujours présents et qui vont faire le lien, mais en sachant que parfois leur parole n'est pas toujours écoutée quand ils arrivent en urgence à l'hôpital, et que donc un petit mot qui précise un peu les choses de la part du médecin est pas plus mal. J'imagine qu'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a un micro haut? D'accord, merci. Bonjour, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question un peu plus que vous n'avez pas abordée là sur les rééducations intensives proposées en Espagne, Turquie, Pologne. Moi, je travaille avec des enfants et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de parents qui font l'expérience, qui reviennent ravis ou désolés. Donc moi, j'ai un avis de psychomotricienne sur la question. Quel est votre avis médical et comment vous accompagnez les familles dans ce désir-là ? Peut-être plus de la pédiatrie, effectivement. Oui, alors il y a deux choses. Tout d'abord, il y a de plus en plus, moi j'ai surtout la filière espagnole, effectivement. Moi, j'ai pas l'impression d'une efficacité absolument terrible. Je pense que c'est une façon aussi d'essayer quelque chose quand tout ce qu'on propose, nous, est un peu limité quand même. Donc moi personnellement, je n'encourage pas, mais je ne décourage pas non plus. Je pense que si les gens ont besoin d'essayer ça, bon, il y en a aussi beaucoup qui utilisent maintenant cette filière pour venir de l'étranger. En fait, c'est devenu quelque chose qui s'est répandu, c'est-à-dire que quand on vient de l'étranger pour faire soigner son enfant, il rentre en Europe en passant par l'Espagne pour se faire les multiples petits découpages un peu partout, et une fois qu'ils ont les papiers pour être en Europe, ils en profitent pour y rester. Donc ça, voilà, il y a aussi cette entrée-là.
Alors oui, je remercie M. Paulès d'avoir pensé aux vieux parents inquiets qui sont nombreux et qui sont morts d'inquiétude, effectivement. Premier point. Deuxièmement, pour les histoires de partage d'informations, les établissements médico-sociaux doivent mettre en place un dossier médical, dossier usager informatisé. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tous les renseignements soient vraiment dans le dossier usager informatisé? Nous le souhaitons, parce que ce serait un moyen que tout le monde sache tout. Et enfin, troisième réflexion que je voudrais faire à Madame Mathieu, pour surveiller l'épilepsie, il m'est arrivé de filmer mon fils à la demande de l'épileptologue. Je lui ai envoyé le film et elle m'a dit on arrête l'amygdale, et elle a eu raison. Donc c'est plus précis qu'une description faite par un parent analphabète, quoi. Alors, analphabète, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, c'est parfois, enfin, même ça m'a pu m'arriver d'assister à une crise et de ne pas savoir non plus, enfin, exactement de quel type c'était. Alors, dans des crises dystoniques, on est un petit peu aidé par le fait qu'on fait céder la crise par des manœuvres de contention, de regroupement, etc. Si à ce moment-là, ça s'arrête, c'est que ce n'était pas vraiment une crise d'épilepsie. Il y a des crises aussi qui sont plutôt des espèces de crises d'agitation liées peut-être à la douleur ou à des choses comme ça. Mais c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est toujours très intéressant pour les téléconsultations d'avoir un support vidéo qu'on peut communiquer. Et il y avait une première question, une autre question. Ma première question, c'était actuellement, la CNSA finance l'établissement de dossiers usagers informatisés qui doivent regrouper toutes les informations médicales concernant la personne, les comptes rendus d'examen, de radio, de tout ce qu'on veut. Moi, je souhaite qu'en plus, il y ait le suivi infirmier journalier qu'on fait à la masse pour mon fils. Et je pense que c'est un bon moyen d'avoir des informations très globales sur la santé des personnes. Alors, 2 éléments de réponse. En ce qui concerne le dossier informatisé, oui, là, nous, il existe et donc tout le monde met ses observations dessus. Mais c'est un petit peu comme quand il y a, j'allais dire, trop d'informations, tue l'information. Après, il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de registres et donc on ne sait pas toujours où on doit aller chercher ce que l'on cherche. Mais enfin, ça existe et chacun, effectivement, consigne ses observations. L'autre élément que vous dites, c'est, peut-être vous le dites, enfin peut-être vous ne l'avez pas explicité pleinement, c'est les relations, notamment en cas d'accueil de jour ou d'accueil à la semaine, entre les parents, la famille et la masse. Il y a encore trop souvent des parents qui disent, l'établissement, et d'ailleurs je pense que ça doit être pareil dans le monde de l'enfance, c'est une boîte noire. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans la journée. On pense que la journée était bonne, mais on ne sait pas très bien. Alors tout le monde a bien sûr des cahiers de liaison. Il faut... en général, je pense. C'est refusé. Les écrits sont souvent refusés. Mais moi, ce que je pense, c'est le suivi du sommeil, du transit intestinal, des éventuelles convulsions. Ça serait déjà pas mal. Oui, vous avez tout à fait raison, madame. Mais effectivement, il suffirait peut-être que le cahier soit déjà un peu préimprimé, qu'il y ait des rubriques sollicitées qui seraient à remplir le jour où il y a quelque chose à remplir à cet égard. Parce que les très gentilles personnes qui tous les soirs remplissent le cahier, elles ont un certain nombre de cahiers à remplir et donc elles disent ce qu'elles peuvent, bonne journée ou bien est allée à la selle, etc. D'ailleurs, ça marche dans l'autre sens parce que c'est très important aussi qu'à l'arrivée à la masse le matin, l'équipe sache si la nuit a été bonne, ce qui s'est passé pendant la nuit, etc. Donc cet échange d'informations, il faut réussir à le rendre fonctionnel parce qu'il est très riche et très important dans les deux sens. Oui, moi je le fais tous les week-ends. Je donne TVB, tout va bien. Voilà. Mais ça suffit. J'y passe pas ma journée. Excusez-moi, Madame Néret, maire de Philippines, 31 ans. Je vous rejoins, Madame, sur l'histoire du cahier de liaison. Mais moi, ma fille, elle est en masse, avec une masse qui a un fonctionnement en accueil de jour, en internat, en accueil séquentiel, en accueil ponctuel. Et on a le cahier de liaison. Mais le cahier de liaison, c'est un peu le serpent de mer, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins. On en parle à peu près à tous les CVS. Hein. Qu'est-ce qu'on met dans ce cahier de liaison? Pour l'instant,
on n'a pas trouvé de trucs miraculeux pour pouvoir passer les infos. Mais ce que vous dites est très important parce que souvent les familles se disent « Ah bah mince, ils n'ont rien écrit dans le cahier. » Mais toi, est-ce que tu as écrit quelque chose? Comment était la soirée? Est-ce que, voilà, l'essai, est-ce qu'elle était contente? Comment elle est rentrée de l'établissement? Moi, je mets souvent, elle se réveillait à 5 heures du matin, donc je mets souvent un réveil bien très, très, comment on dit, joyeux, ou voilà, ou effectivement très, très tôt. Mais le cahier de liaison, c'est vraiment une difficulté. Alors, en IME ou en IEM, peut-être un petit peu moins, mais en masse, en ce qui concerne l'accueil de jour, ça reste quelque chose de difficile à mettre en place et qui peut être très frustrant à la fois pour les familles et les pros, quoi. Parce que quand la famille a son enfant qui arrive le soir et qu'il n'y a rien d'écrit dans le cahier, c'est la grande devinette. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous le disiez, nous on les connaît par cœur, donc moi je vois bien si elle est bien ou pas bien, ou voilà. Mais après il y a des éléments qui nous échappent, d'où la complexité de toute façon de l'accompagnement de la personne adulte polyhandicapée. Je voudrais savoir, docteur Polez, vous avez préconisé dans les actions l'accueil physique et psychophysique, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accueil physique, selon vous? Je ne sais pas, il y a sans doute des kinésithérapeutes dans la salle. Moi, je ne suis pas kinésithérapeute. Est-ce qu'il y a des kinésithérapeutes dans la salle? Parce que, bon, effectivement, je me rends compte qu'il faut mettre la personne dans un état, j'allais dire, d'abandon. Il faut qu'elle se sente en confiance, notamment pour la kinésithérapie respiratoire, mais aussi pour la kinésithérapie à visée orthopédique. Là, il faut être infraspastique, comme on dit, ça veut dire mettre la personne dans une posture de détente, parce qu'on ne peut pas travailler son état orthopédique si les spasticités sont marquées, etc. Donc il y a toute une préparation, une mise en posture de détente qui permet à la kinésithérapie orthopédique de se faire dans de meilleures conditions. Mais pour répondre à votre question, pour la kinésithérapie respiratoire, comme il s'agit de travailler la ventilation, qu'il s'agit de travailler les mobilisations des sécrétions, les faire remonter, etc., il faut aussi que la personne, elle s'abandonne. Et donc, il y a vraiment un temps préalable. Moi, je me souviens toujours de cette kinésithérapeute, toujours en fonction que je citais tout à l'heure, qui accueille, mais c'était merveilleux, elle accueille les résidents, elle est assise ailleurs sur le plan Bobat, elle accueille les résidents sur elle, et il y a tout un temps comme ça de conditionnement. J'ai dit psycho-affectif, c'est peut-être un peu exagéré, j'ai dit psycho-affectif, c'est peut-être un peu exagéré, mais tout un conditionnement en tout cas physique et psycho-relationnel qui permet effectivement qu'elle soit détendue. Après, il faut que les kinésithérapeutes en aient le temps parce qu'ils ont aussi des charges de travail importantes, si tant est qu'il y ait des kinésithérapeutes dans les masses, ce qui n'est pas toujours le cas, et que ce ne soit pas des... Enfin, si, quelquefois ce sont des kinésithérapeutes de ville, et c'est très bien, mais il faut qu'ils aient le temps aussi de se donner aux soins nécessaires, quoi. J'ai quelques questions dans le chat. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, merci. J'ai entendu, docteur Polez, le fonctionnement d'un établissement idéal avec effectivement des professionnels qui viennent avec le résident aux consultations, des cahiers de liaison, etc. Mais la réalité, ce qu'a dit Véronique Néré, déjà, on ne sait pas ce que les enfants ou les adultes qui viennent en journée font. Moi, je vous dis que même c'est sur la semaine, nous n'avons aucune idée de ce qui a été fait pendant la semaine. Ça, c'est le premier point. On a les cahiers de liaison. Il y a une directrice qui nous a dit « Ah, ils sont adultes. Ils n'ont pas, il n'y a plus de cahiers de liaison. » C'est le deuxième point. Troisième point, nous avons demandé à rencontrer les veilleuses de nuit parce que nous savons bien que nos enfants ou adultes ont des difficultés souvent la nuit. Et alors, c'est très curieux parce que, non, il n'y a aucune trace. La nuit, ça se passe toujours bien. Et enfin, dernier point, j'ai essayé de sensibiliser cadres de santé, infirmières, directrices à l'intérêt qu'elles auraient à venir accompagner les familles lors de rendez-vous médicaux.
Par exemple, j'ai dit, si vous veniez à un rendez-vous du docteur Reich, je peux vous dire que ça serait une super formation. Et ça, j'ai énormément, je ne sais pas comment faire. Alors, il n'y a pas le personnel nécessaire, mais en plus, j'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas comment, j'aimerais bien transmettre tout ce que je sais, tous les contacts que j'ai, tout ce que j'ai appris. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas faire, que, voilà, que ce n'est pas entendu. Voilà ce que je voulais dire, c'est un témoignage essentiellement. Mais croyez pas qu'il y ait un établissement idéal, madame, malheureusement. Partout, il y a des bonnes volontés. Et puis, il y a des contraintes qui sont en lien avec les limites de moyens humains et de moyens financiers. Donc, il n'y a pas d'établissement idéal. On a toujours l'impression... Évidemment, quand on fait une présentation comme ça, j'ai travaillé ma présentation en me disant qu'est-ce qu'il faut que je dise. Donc, c'est théorique, c'est déconnecté de la réalité. C'est ce qu'on essaye de vivre. Bon, je n'ai pas la prétention de dire des choses parfaites, loin de là. Mais en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on arrive à vivre dans le quotidien. Mais bon, c'est une direction. Par exemple, moi je suis étonné que vous disiez que les personnes ne vont pas en consultation. Dans la masse où je suis, dès qu'une personne va, ne serait-ce qu'aux urgences, alors peut-être que c'est le cas aussi chez vous, aux urgences, elles sont toujours accompagnées. Et quand elles sont hospitalisées la nuit, il y a quelqu'un qui reste avec elles. Ou bien il y a quelqu'un qui y va, enfin, etc. Donc il y a quand même un lien humain important entre l'établissement médico-social et l'hôpital, et surtout entre la personne qui est ainsi hospitalisée, et ceux qui la connaissent bien, qu'elle aime bien, avec lesquels elle communique le mieux pour l'accompagner et être médiateur auprès d'elle quand même. Bon, mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes intentions. Après, ça dépend. Vous savez, c'est vrai. On a aussi des parents qui, à juste titre, disent « Comment voulez-vous qu'on fasse l'après-midi Comment voulez-vous faire l'après-midi dans une maison où il y a 8, voire 12 résidents et puis il y a 3 professionnels. Alors, s'il y en a un qui est en sortie au restaurant, au musée, à la piscine ou au match de foot, et un qui est amené à accompagner une personne à l'hôpital, ça ne va plus. Ça ne va plus, c'est plus possible. Donc, de toute façon, il y a des contraintes. Vous avez raison. Je vais reprendre les questions. Sur le chat, nous avons une première question qui concerne la douleur et l'expression de la douleur chez les personnes aphasiques. Quels sont les moyens de repérer si un adulte ou un enfant polyhandicapé souffre ? C'est essentiellement une évaluation comportementale. Dans le domaine du polyhandicap, on parle d'hétéroévaluation de la douleur. C'est-à-dire que la personne, on voit bien qu'elle n'est pas bien, mais elle ne peut pas vraiment toujours nous orienter, nous dire ce qu'elle ressent, où elle ressent, dans quelles circonstances, etc. Et donc, on essaye par l'examen de cette personne de se dire qu'est-ce qui peut la mettre dans un tel état d'inconfort ou de douleur. On essaye d'y pallier, mais on a des grilles d'évaluation que tout le monde connaît bien, hein, notamment par exemple l'échelle de la douleur de San Salvador, ou bien l'échelle de la douleur de l'adolescent et de l'adulte polyhandicapé, le DAAP. Et il y en a d'autres qui doivent avoir été remplis dans l'état de base pour qu'on sache quel est l'état comportemental de base de la personne, et que quand elle n'est pas dans cet état-là, on ait effectivement l'oreille attirée pour se dire, bah oui, elle est dans un état de douleur, ces échelles concluent, douleur probable ou douleur certaine. Et à partir de là, on peut essayer de savoir quelle est la cause de la douleur, essayer de la traiter et surtout suivre l'évolution, c'est-à-dire voir si effectivement, dans les heures et les jours qui suivent, cette personne elle est toujours dans le même état douloureux ou si son état douloureux semble s'amender. Mais comme elle ne peut pas nous le dire, effectivement, comme tu le dis Galina, comme le dit la personne qui pose la question, c'est essentiellement des échelles d'hétéroévaluation, c'est pas très joli comme nom, ça veut dire une évaluation par un tiers du comportement de la personne qui peut être révélateur de son état douloureux. Et j'ai une dernière question qui concerne le positionnement pour le repas, avant le repas sur la gauche et après le repas sur la droite. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être dangereux en cas de reflux gastro-œsophagien ? C'est une excellente question. D'une manière générale, toute mise d'une personne qui est porteuse d'un reflux gastro-œsophagien à plat est à risque. Par principe, on peut jamais être certain que son estomac est vide. Et d'ailleurs, ce midi à table, on disait parfois la personne elle est couchée à 7 heures. Il y a des masses où parfois le coucher est précoce par rapport au repas. Bon,
Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, mais il ne faut effectivement pas qu'elle soit à plat. La réponse, c'est pas à plat. Donc, c'est des lits proclives. Alors, la complication, c'est d'installer confortablement la personne et qu'elle y soit stable, avec des coussins de positionnement. Les ergothérapeutes font des schémas qui sont sur le mur à côté du lit pour que l'équipe sache comment installer la personne. Il y a aussi des matelas moulés, des semi-matelas moulés, etc. pour la stabiliser. Mais jamais, chez les personnes suspectes d'avoir un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire la majorité des personnes polyhandicapées, jamais d'alitement à plat. Et donc, pour répondre à cette question, au moment, c'est en proclive, on la met couchée sur le côté gauche pour essayer d'évacuer la fermentation qu'il peut y avoir dans un estomac non vide avant le repas, et on la met couchée sur le côté droit, mais toujours en proclive, 1 heure après le repas, pour aider un peu, si tant est que ça soit utile. Ça aussi, ça serait un programme de recherche. On ne sait pas si c'est utile, toutes ces choses-là. Il y a plein de programmes de recherche à faire dans le monde de la médecine, là, pour le coup, du polyhandicap. Mais effectivement, donc, aider la vidange de l'estomac par cette installation après le repas. Merci. Et surtout ne pas recoucher tout de suite après le repas une personne qui est susceptible d'avoir un reflux gastro-œsophagien. Tout le monde le sait, mais en pratique, les organisations font qu'on n'a pas toujours le temps de rester suffisamment longtemps après le repas. Minimum 3/4 d'heure et encore, c'est pas suffisant. Tu as raison, Catherine, de donner un délai. Nous, on est plus dur. On ne dit pas avant 2 heures après le repas. Mais de toute façon, connaissant la gastroparésie, là aussi, on dit ça, mais on le dit théoriquement. Mais si effectivement la gastroparésie fait que l'estomac, 6 heures après, il est encore chargé en aliments, on ne peut pas attendre 6 heures pour l'alité. Donc, de toute façon, il y a plein de choses à faire dans le monde de la médecine des personnes polyhandicapées. Mais la réponse, là, en l'occurrence, c'est jamais d'alitement à plat. Toujours un alitement proclive, s'il vous plaît. Alors, c'était une petite question et un retour d'expérience dans la masse dans laquelle je travaille. Il y a depuis 1 an une ostéopathe qui intervient et qui agit sur les risques que vous avez développés, notamment. Alors, je crois qu'il y a différents. Moi, je suis psychologue, donc c'est pas mon domaine de compétence, mais de ce que j'ai compris, il y a différents. Elle peut intervenir sur de différentes façons. Elle ne fait pas d'intervention sur tout ce qui est ostéo-articulaire, comme elle peut le faire en libéral sur un patient lambda. Elle est plutôt sur une intervention sur tout ce qui est tissu mou et qui peut avoir des tensions, sur tout ce qui est organes. Et du coup, c'est très aidant. Alors, c'est à la charge des résidents. Mais c'est très aidant pour orienter les hypothèses quand il y a douleur, inconfort. Vous voyez qu'on se questionne. Elle arrive à donner des pistes en disant que là, il y avait des zones de tension, si c'est plutôt ventre, si c'est plutôt estomac. C'est des éclairages comme ça assez précieux qui aident. Du coup, ma question, c'était est-ce que vous travaillez en lien avec des ostéopathes et qu'est-ce que vous en pensez de cette prise en charge-là, complémentaire à toutes les autres ? Alors, à ma connaissance, là encore, peut-être qu'il faudrait des études. Je crois que ça n'a jamais été validé, l'efficacité d'intervention des ostéopathes. Je pense qu'il faudrait des études. Ça pourrait être intéressant de voir si effectivement ça a une efficacité ou pas. J'ai la même réponse que le docteur Mathieu. La première réponse qu'on est obligé de dire, c'est que c'est scientifiquement pas validé, scientifiquement pas établi et pas reconnu. Donc ça, on est obligé de le dire, hein, c'est la loi, c'est la règle. Ensuite, c'est pas rare que des parents fassent bénéficier leur fils ou leur fille 1 fois par mois d'une séance d'ostéopathie et ils en ont une approche positive en disant il semble mieux après la séance d'ostéopathie. C'est simplement ça que je peux vous dire. On n'a pas d'ostéopathie pratiquée dans l'établissement. Mais il y a tellement de choses qui mériteraient une validation scientifique dans le monde du polyhandicap. Adulte, je ne sais pas si chez l'enfant il y en a autant, mais il y a plein de choses qui relèvent de la pratique, du bon sens, mais qui mériteraient d'être étayées. Moi, je voulais juste rajouter concernant une parent, une proche, qui l'a dit pour le fonctionnement de l'EMAS,
ils s'inquiètent vraiment pour leurs proches. Moi, je voulais rassurer les parents qui sont présents. Et du coup, j'essaye de dire que les professionnels qui travaillent dans les MAS, qui font le nécessaire pour accompagner les résidents. Et dans notre MAS, par exemple, il y a des résidents qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de contact et tout. On essaie de continuer les soins quand même s'ils sont hospitalisés, on les accompagne, on ne laisse pas seuls. Et malgré les sous-effectifs, on essaie toujours d'avoir le temps pour rendre visite à les résidents à l'hôpital. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que le fait qu'on ne connaît pas bien les résidents, les habitudes et tout, c'est difficile de lui donner à manger et de l'hydrater. Et il y a plein de nos collègues qui s'est déplacés sur place pour aider au repas, même la toilette des fois, le rasage et l'hydratation surtout. Voilà. Merci Madame. Moi, oui. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'effectivement, moi je le dis souvent dans les MAS où j'ai eu la chance de travailler, il y a un engagement des équipes et des personnes qui est remarquable. Il se développe un lien avec le temps, il y a une attention à la personne qui est remarquable. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les équipes, depuis la crise sanitaire, ont quand même pas mal été bouleversées, qu'il y a des anciens qui sont là, mais il y a aussi des nouveaux qui tournent, qui ne restent pas, il y a beaucoup de passages, etc. Il n'empêche que l'esprit général, en général, c'est vraiment un esprit de... ça semble démagogique de dire ça, excusez-moi, mais j'approuve ce que vous dites. C'est en général un esprit de grande attention à la personne, et même d'amitié, et même, le mot, d'affection. On le voit dans les soins de tous les jours. Plusieurs changent par jour, mais c'est toujours avec une relation d'affection, d'amitié, etc. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est pour ça que ce qui a été dit ce matin, c'est très juste. Hein. Ce secteur médico-social, où il y a des volontés d'engagement, d'une générosité, d'une attention et d'un altruisme, d'un humanisme remarquable, il faut le défendre, parce qu'actuellement, c'est pas normal ce qui s'y passe. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ainsi il ne soit pas reconnu, qu'il ne soit pas attractif, et qu'on ne fasse pas de ces métiers qui sont parmi les plus beaux, des métiers reconnus à leur valeur. Juste un petit complément. Il est clair que les personnes polyhandicapées sont souvent elles-mêmes très séductrices et qu'elles aident beaucoup les professionnels à aller au-devant d'elles. Il ne faut pas oublier cette notion aussi. Donc c'est un point à mettre en avant et à renforcer. Les professionnels font de gros efforts en ce moment. Les personnes polyhandicapées font de gros efforts. Les familles font de gros efforts. On devrait y arriver tous ensemble, moyennant un joli passeport et que les professionnels anciens continuent à venir intercéder et communiquer leur expérience. Il y en a un certain nombre ici. Et que les familles aussi prennent le temps de noter tous ces points. Juste un point par rapport au dossier informatisé, ça se met en place. C'est pas encore interopérationnel, c'est ça le problème. Mais ça, soyez rassurés, ça se met en place. Parfois, ça se détricote, comme au niveau du CESAP. On a tout recommencé à zéro, mais on va finir par y arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. Je crois que Bruno voulait rajouter quelque chose. Tu parles à mot couvert du sourire des personnes polyhandicapées. Moi, je voudrais rajouter quelque chose auquel Jean-Yves, tu m'as fait penser tout à l'heure quand tu parlais des capacités intellectuelles des personnes polyhandicapées. Moi, je suis souvent stupéfait par leur humour. Et quand elles perçoivent l'humour, la drôlerie d'une situation, il faut avoir une qualité perceptive et remarquable, quoi, vraiment. Et souvent, on les voit avec une finesse de perception de la situation qui est remarquable. Quand elles éclatent de rire à juste titre... Ouais, c'est vrai. Bien, mais je crois que, à moins qu'il y ait encore quelques questions, sinon on vous donne rendez-vous demain matin. Je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs, c'est pas bien. 9h.
Alors, à demain matin, à 9 h, dans la continuité de l'après-midi. Au revoir.